Monsieur le Président du groupe Azalaï, Mesdames et Messieurs les membres de la commission pédagogique d'encadrement des agrégés, Monsieur le Doyen, Mesdames et Messieurs les 39 professeurs agrégés du CAMES d'Abidjan 2022, Mesdames et Messieurs de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs, il m'est agréable de prendre la parole ce soir à l'occasion du cocktail offert par l'Ordre des médecins du Mali, en partenariat avec le groupe Azalaï, en l'honneur des 39 professeurs agrégés de médecine et pharmacie, une première du genre. Je voudrais tout d'abord, Mesdames et Messieurs, vous transmettre au nom du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta et du gouvernement, les chaleureuses félicitations à nos 39 récipiendaires du CAMES qui honorent tout le Mali. En effet, nous fêtons ce soir l'admission de 39 professeurs agrégés sur 53 candidats de l'école de médecine et de pharmacie au concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontophthalmologie, médecine vétérinaire et production animale au CAMES, session de novembre 2022 à Abidjan. Le concours s'est déroulé en 3 phases consistant à accepter les travaux de recherche des candidats, leur façon d'enseigner et de traiter les malades. Là au moins sur ce dernier point, je peux témoigner moi-même de leur façon de traiter les malades. Lors du 21e concours d'agrégation, tenu en novembre 2022 à Abidjan, notre pays a obtenu un score historique, une admission en traumatologie orthopédiste après 32 ans d'absence. Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est le lieu de féliciter le personnel d'encadrement de la faculté de médecine et de pharmacie et les familles respectives des candidats pour leur soutien et patience, l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de la santé et du développement social pour leur appui multiforme qui ont abouti à ce résultat très satisfaisant. Une mention particulière, je les ai déjà cités, mais je voudrais insister là-dessus, sur les encadreurs et les membres des familles. Vous savez, pour réussir des grandes œuvres, il faut nécessairement sacrifier quelque part. Je suis bien placé pour le savoir. Si vous décidez de vous consacrer pleinement à une mission, forcément, il y a des manques quelque part. Généralement, c'est madame, les enfants ou le mari et les enfants qui en pâtissent. Ils sont à remercier parce que tous les sacrifices qu'ils font, c'est pour que leur père, leur mère, leur mari soient honorés, qu'ils fassent la science, qu'ils fassent la politique, qu'ils fassent l'armée, qu'ils fassent les affaires, qu'ils fassent le théâtre. En tous les cas, ils se sacrifient beaucoup. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit que derrière tous les grands hommes, il y a une grande femme. Derrière les grandes femmes aussi, il y a les grands hommes, les maris. Je voudrais particulièrement les saluer
les féliciter, les remercier au nom de tous les Maliens. Les encadreurs, on ne peut jamais assez parler des encadreurs. Parce que c'est eux qui guident, c'est eux qui qui allument la lumière pour montrer le chemin. Je voudrais les remercier. Aujourd'hui, nous remercions les 39 lauréats, mais derrière eux, il y a plusieurs encadreurs. Je voudrais les saluer aussi au nom de tous nos Maliens. Nos professeurs agrégés serviront à rehausser la qualité des soins au Mali, singulièrement dans les régions à travers l'ouverture des facultés de médecine à l'intérieur du pays. Je remercie le Conseil national de l'Ordre des médecins pour l'initiative de la célébration du mérite. Vous savez, c'est très important dans notre pays qu'on célèbre le mérite. Vous savez, une société, c'est comme un train. Les plus méritants, c'est eux qui sont dans la locomotive. C'est cette locomotive qui tire le train de la société. Sans locomotive, il n'y a pas de train. Mais une locomotive seule aussi, ça ne sert pas à grand chose. Donc, nos médecins aujourd'hui, nos militaires, nos hommes d'affaires, nos intellectuels doivent être célébrés. Parce que chez nous, vous savez, il y a une mauvaise habitude, c'est le nivellement par le bas. En général, quand vous finissez vos études, tout le monde vient avec son diplôme. Vous savez, dans les grandes nations, ce n'est pas comme ça. Une année avant la fin des études, ou 2 ans, les meilleurs sont identifiés. Ils ne sont pas traités comme tout le monde. Ils ne sont pas au chômage, ils ne peuvent pas chômer. Premier de la classe avec des grandes notes, vous êtes dans la rue et vous vous rendez compte que le dernier a eu le travail. Comme on dit, vous savez comment ça se passe. Il faut désormais que le mérite soit célébré. Je vous assure que de la petite histoire que je sais, dans toutes les grandes nations, chaque fois qu'il y a des gens brillants, depuis le bas âge, à fortiori à la fin des études, l'État s'en occupe, les oriente, parce que c'est eux qui dirigent, c'est eux qui pilotent la société. Le rôle des hommes politiques, c'est d'avoir la sagesse de créer l'écosystème pour organiser et orienter la société. C'est tout son rôle. Il faut avoir une approche stratégique, sinon les chauffeurs même de la locomotive, les occupants des wagons, qui sont le peuple, n'ont besoin que d'être bien orientés. Mais quand ils ne sont pas bien orientés, c'est ça le rôle du politique. On dit qu'il n'a jamais de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Et là où on va, c'est les politiques qui le déterminent. S'ils ne fixent pas un bon cap, il peut y avoir des brillants dans le pays va rester en retard. Et ces dernières années, malgré les problèmes de l'éducation, nous constatons que les Maliens, avec un minimum de conditions, se classent toujours parmi les premiers, les 3, les 4 premiers. Récemment, nous avons vu le concours de robotique et d'intelligence artificielle. Vous savez, quand le ministre nous a rendu compte des prouesses des Maliens, science tenante, la décision a été prise de créer une école d'intelligence artificielle de robotique, dont la première pause a été faite récemment par le président de la transition. C'est des traces qu'on veut laisser dans l'histoire pour que les générations qui viennent après, les dirigeants, améliorent, qu'ils fassent aussi leur travail. Parce que si on ne s'occupe pas des intellectuels, des gens les plus brillants, dans le cas d'espèces, nos médecins, le pays ne peut pas aller là où il doit aller.
Je voudrais remercier aussi le président du groupe Azalaï pour avoir offert ce cocktail dans un cadre aussi agréable. Vous savez, quand j'étais ministre de l'Industrie et du Commerce, il y a à peu près 20 ans, un jour, j'ai appris, je crois qu'il avait demandé une audience. En tout cas, j'ai appris qu'il y a un Malien, un hôtelier qui fait un concours dans un pays où je devais aller en mission la même semaine. Son souci, c'est de ne pas être rayé de la liste injustement. Quand j'ai appris, je ne l'ai jamais dit, j'ai fait un jour de plus uniquement pour voir les plus hautes autorités du pays en question pour leur indiquer que celui qui concourt a une réputation de rigueur d'un des meilleurs hommes d'affaires. Et c'est l'une des rares fois que nous voyons un Africain qui veut faire une chaîne d'hôtels dans les pays africains. Notre souhait, sans chercher à les influencer, c'est de tenir compte de cette vision politique. Parce que l'unité africaine dont on parle, les politiques en ont parlé depuis 60 ans. Mais c'est les affaires, c'est les hommes d'affaires. Quand ils seront liés entre eux, les politiques n'auront pas le choix. Quand les politiques vont se décider pour prendre des embargos, vous allez voir comment les hommes d'affaires vont sortir de partout pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Parce qu'eux, ils veulent que les affaires marchent. Si les politiciens sont incompétents ou compétents, qui règlent entre eux. Mais eux, ils veulent que les affaires marchent pour le bonheur des Maliens. Et j'ai été heureux quelques années après de me rendre compte effectivement dans le pays en question, il a gagné l'appel d'offres. Il s'est installé dans ce pays. Je n'en ai jamais parlé en détail, mais il sait plus ou moins ce que nous avons fait. Moi, je l'ai fait parce que ça me paraissait être une obligation. Mais ces détails, je les avais donnés. C'est pour cela, mesdames et messieurs, après avoir lu essentiellement le discours que mes conseillers et vous m'avez écrit, parce que c'est jeudi soir, effectivement que malgré l'agenda extrêmement chargé, il m'a été dit que vous aurez cette cérémonie aujourd'hui. Et vous souhaitez que le Premier ministre en soit le parrain. J'ai donc immédiatement saisi le ministre de la Santé, la nuit vers 19h, qui était encore au bureau, pour qu'on prenne les dispositions nécessaires avec vos organisations pour assurer notre présence ici. Je voudrais donc remercier tous ceux qui ont fait l'effort d'être là. Le maître de cérémonie a bien parlé du Premier ministre et des ministres. Aujourd'hui, c'est surtout les 39 lauréats. Il a parlé d'eux, mais je voulais me joindre à lui pour lever leurs mains et leur dire Djanjo. Je voudrais saluer, mesdames et messieurs les ministres. Vous savez, comme je disais, c'était hier soir vers 19h que nous avons su qu'il y a cet événement. Or, souvent, les agendas sont bouclés sur 2 mois, 1 mois. En tout cas, pour ce qui concerne les premiers 2 mois, 3 mois souvent. Et donc, aujourd'hui, les ministres ont été contactés à la dernière minute. Nous avons passé toute la journée à Koulikoro depuis ce matin, dans une cérémonie militaire. Nous sommes arrivés à Bamako vers 16h pour évacuer les affaires courantes des cabinets. Et vous savez que chez le Premier ministre, il y en a beaucoup. Ma voiture est pleine de parapheurs qui doivent être traités pendant le week-end. Et les ministres, malgré ce que je viens de dire, ont pris sur leur temps pour être là. Je voudrais vraiment les remercier pour leur disponibilité. Et présenter aussi à Madame le ministre de la Santé nos condoléances à nous tous. Parce que c'est mort là. Elle a effectivement bien fait, elle sait que c'est comme ça que notre gouvernement fonctionne. Je leur ai dit que quand il y a quelque chose d'urgent dans leur spécialité, les formalités administratives vont les confier à d'autres.
sur plusieurs ministres, elle est absente. Ce n'est pas un problème, donc elle s'est retirée. Je voudrais donc la saluer et lui présenter nos condoléances. Je voudrais parler des médecins. Vous savez, vous avez parlé tout de suite du professeur Abdelkarim Koumaré. Voilà un monsieur qui m'a sauvé la vie en 1999, septembre exactement. Je m'étais déjà étendu là-dessus dans un autre événement. Je suis parti de Bamako à 4 h du matin à pied pour être là-bas à 5 h et quelques. Parce que lui consulte le matin depuis 5 h, 5 h 30. Et chez lui, il n'y a pas de fils de patron, fils de paysan. Même si vous venez à pied, ce que j'avais fait la nuit, l'aurore, je suis allé parce que je n'avais pas de moto en ce moment, il fallait être parmi les plus. C'était le principal critère. Vous êtes un malade, vous venez à l'heure. Il n'y a pas, en tout cas ce que nous avons vu, il n'y a pas de préférence, fils de patron, fils de ci, ça c'est peut-être ailleurs, en tout cas pas là-bas là où je. Moi je suis arrivé à 5 h 30 et quelques. Et j'ai été opéré. C'est grâce à Dieu et grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Vous avez ensuite, vous avez cité le professeur Amar Traoré. J'avais une maladie chronique que beaucoup savent, c'est les gastriques, les ulcères. Il fait partie des nombreux médecins qui se sont occupés de moi pendant de longues années. Heureusement que récemment, un médecin m'a dit encore, je crois, à trouver la solution définitive, parce que ça me fait 3 mois que je touche du bois, que je ne me plains pas des problèmes d'estomac. Je voudrais donc remercier celui qui est devant vous ici. Vous savez ce qui lui est arrivé. Vous savez, parmi les neurologues qui m'ont sauvé grâce à Dieu avec leurs collègues, il y a des lauréats ici qui ont continué à venir me voir, même la veille de leur départ sur Abidjan, et au retour, malgré que d'autres neurologues s'occupaient de moi, ils tenaient à venir voir est-ce que son malade là qui a promis de courir, être le premier parmi les malades, quand il va sortir, est-ce que c'est réel? C'est M. Diallo, il est là pour ici. Et quand il est venu la dernière fois, il m'a dit de marcher sur les orteils, même courir, comme ça il va être sûr. Parce que si je cours sur les plantes, il n'y a pas de malade pour comparer. Mais si les orteils, lui-même, il va regarder. Et je crois qu'il m'a bien noté. En tout cas, j'ai eu la moyenne de passage. Je ne sais pas si j'étais lauréat, mais en tout cas, j'ai passé l'examen devant lui. C'est pour cela que je voudrais saluer de façon particulière le monde du travail, notamment le monde de la médecine, tous les acteurs du travail, des médecins. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les différentes doléances. Je crois qu'on va procéder de façon pratique. Je suggère que vous recensez tout cela dans un document qui viendrait de l'ordre des avocats, ou je ne sais pas quelle est votre organisation. Ce document sera examiné par les services compétents de l'État. Il sera montré au président de la transition, je le promets, et en fonction des moyens du pays, nous ferons ce qu'on veut. Mais il faut que tout le monde tienne compte de la situation de notre pays. Vous savez, aujourd'hui, notre pays est en guerre. Et j'ai l'habitude de dire qu'un gouvernement, quelle que soit la façon dont il accède au pouvoir, par élection, par chute du régime à la suite d'un coup d'État, par succession dynastique, pour être légitime, il y a un minimum de conditions qui sont nécessaires, même si elles ne sont pas suffisantes. Tout gouvernement
qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Quelle que soit la façon dont il est, même s'il est élu à 99%, s'il ne peut pas assurer la sécurité physique de ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Pour qu'il soit légitime, un citoyen sécurisé, il a besoin de nourriture. Un gouvernement qui ne peut pas assurer le minimum de nourriture à la population a toujours ce problème de légitimité. La troisième légitimité pour un gouvernement, la troisième et la quatrième, il faut la légitimité éducationnelle. Dans l'éducation, il y a la santé. Si vous ne pouvez pas éduquer votre population, créer, disons, les conditions de son éducation, là-dedans, il y a tout. Dans la santé, ce gouvernement aura toujours des problèmes de légitimité. Donc aujourd'hui, c'est cette approche holistique et globale que nous avons. Récemment, quand j'ai reçu le Parlement des enfants, vous savez, on était habitué à faire des cadeaux aux enfants. Un enfant qui vient des quartiers populaires, on voit un chef d'État qui donne un 4x4. Je leur dis que ce n'est pas notre philosophie. Quand vous êtes dans un quartier populaire, qu'est-ce que vous faites avec un 4x4? Je leur dis, quelles sont vos obligations vis-à-vis de vos parents? Les parents doivent vous nourrir, vous soigner, vous éduquer, vous transporter à l'école. Et vous, quelles sont vos obligations vis-à-vis des parents? Parce qu'ils étaient venus revendiquer des droits. Qu'est-ce que vous faites? Et je leur avais dit, je sais que peut-être certains sont mécontents, que le fait de faire des cadeaux, satisfaire aux gens, c'est dépassé. En notre temps, c'est terminé. Je ne sais pas si d'autres vont le faire après, mais maintenant, Assimi Goïta donne des ordinateurs, des cahiers, des livres. Nous leur donnons des conseils. Et s'il reste quelque chose, on peut donner des cahiers, des livres, mais pas des voitures. C'est notre conception parce que on veut dire que les jeunes, pour le Malikoura là, c'est dans la tête. Le président a l'habitude de nous dire, malgré que certains disent c'est un militaire, il dit au ministre, n'oubliez jamais, le centre de gravité du pouvoir doit être le peuple. Tout le temps, il le dit régulièrement. Le jour où le peuple n'est pas d'accord, on ne peut pas le diriger. Je voudrais donc vous dire que vos doléances synthétisées, ramassées ensemble, feront l'objet d'un examen, sera soumis aux techniciens des différents départements, sera soumis au ministre de la Santé, aux besoins au président de la transition. Mais il faut que vous ayez une approche holistique. Nous sommes comme le père de famille qui a plusieurs enfants qui ont des besoins. Chaque enfant, effectivement, crie qu'il a faim. L'autre a mal à la dent, l'autre au ventre. Et le père doit trouver la solution. À chacun, il doit trouver les moyens de répondre. Donc si vous combinez les 4 raisons de légitimité d'un gouvernement dont je viens de parler, la légitimité, la sécurité, de la nourriture, on dit en Mamana Dunkafa, de l'éducation normale et la santé, si vous comprenez bien cette vision que nous avons, vous comprendrez que vos doléances seront soumises à un examen minutieux en tenant compte de la situation de notre pays. Parce que dès la rectification, nous nous sommes dit que notre pays, aujourd'hui, est comme un malade qui est couché. Certains le piétinent, certains l'humilient, d'autres se moquaient même de nous, même de nos militaires. On m'a même dit qu'il y a un pays où il y a une moto qu'on a nommée l'armée malienne. Tellement, au premier coup, elle détale. J'ai entendu des officiers d'autres pays, des occidentaux, j'ai lu des interviews où ils se moquaient de notre armée.
J'ai vu des militaires sans chaussettes, dans des yoros, comme on dit chez nous, à Gao, partout, pendant que d'autres armées portaient des Rangers. Dans cette situation, la première des choses, c'est redresser l'outil de défense. Parce que toutes les nations dans l'histoire se sont construites au départ sur le modèle de la défense. Quand vous restaurez votre défense, on vous respecte. Donc, le maximum, les autres peuvent avoir l'impression d'être négligés. Personne n'est négligé. C'est juste une question d'ordre et de priorité. L'illustration que je donne aux amis souvent, c'est quand on a économisé 100 milliards en 2021, on a décidé d'affecter 50 milliards à l'armée. Après, on a dit 20 milliards. Plus des efforts gigantesques. Les ministres se plaignent, leur budget est coupé. Ils viennent voir le Premier ministre. D'autres disent même que c'est le Premier ministre qui les empêche de travailler parce qu'ils coupent leur budget. Il a dit, mais c'est le ministre des Finances qui travaille sous les ordres du président du Premier ministre. Le Premier ministre ne connaît même pas le budget. Mais je leur explique ce qui se passe dans le pays. Il fallait que ce malade-là, on le soigne. On le fasse assis. On le tienne debout. On le fasse marcher. Et quand il marche, qu'il court en tête de peloton des nations africaines. Nous nous sommes dédiés à cela pendant un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, je ne dis pas que l'insécurité n'existe pas. L'insécurité totale n'existe pas. Mais nous pensons que dans un futur proche, les choses vont s'améliorer. Nous avons déjà inversé la tendance. Aujourd'hui, nous n'avons pas des cas où des camps militaires tombaient pendant 7 heures. Les militaires ne peuvent pas avoir de soutien parce qu'il n'y a pas de vecteur aérien. On finit par les tuer tous. Des villages entiers étaient rasés de la terre. 150, 140 personnes. Ces cauchemars de touche du bois, nous pensons que c'est du passé. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les terroristes s'organisent, ils sont en petits groupes armés, ils tombent sur des villages, ils les menacent de dégager les lieux. À cela aussi, la hiérarchie militaire trouvera la solution, j'en suis convaincu. Mais dans toute stratégie de redressement, il y a un temps. Et c'est cela que j'appelle souvent les Maliens de comprendre ce qui se passe actuellement dans le pays. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes l'un des pays au sud du Sahara les plus équipés militairement. Ça c'est terminé. Mais il fallait des manques ailleurs. Donc les citoyens sentent ça forcément. Je voudrais donc vous dire de le comprendre. Je salue aussi le professeur qui est à ma gauche. Vous savez, chez nous, la pratique, c'est que quand quelqu'un quitte le pouvoir, on ne prononce même pas son nom. J'ai vu des cas ici où des films, des chanteurs, on a interdit de les chanter à leur temps parce qu'il y a la photo d'un président qui passait forcément. J'ai été agréablement surpris du fait qu'il a cité un exemple. Quand nous avons eu des lauréats, on a envoyé le président, a envoyé l'avion présidentiel les chercher. En fait, c'est un signal. Et ça doit être dans tous les domaines. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il a remercié. En d'autres lieux, on aurait même interdit de prononcer son nom. Moi, je suis convaincu que le temps est le meilleur allié de la vérité. Le peuple est le meilleur juge. Je voudrais donc souligner de façon particulière ce que vous venez de dire. Vous savez, nous sommes dans une situation de guerre au Mali, de guerre en Afrique. Nous sommes dans un tournant historique. C'est un virage que personne ne doit rater. Quand je dis personne, c'est les dirigeants politiques. Parce que c'est eux qui font qui tracent les sillons.
Vous avez compris votre mission, vous êtes agrégé. Nos ingénieurs sont les premiers lauréats. Nos économistes, nos entrepreneurs, qu'est-ce qui reste? Il faut que les politiques aient une lecture historique, politique et dialectique de la situation à laquelle nous ferons face. Et qu'on ait une compréhension partagée, l'essentiel des citoyens, pour qu'il y ait un grand mouvement d'ensemble pour aller dans un certain sens, le sens de l'histoire, pour être du bon côté de l'histoire. Donc un forum comme le vôtre, d'intellectuels de haut niveau, c'est une belle occasion pour moi de m'adresser à tous les Maliens et au-delà à tous les Africains. D'autres ont des médias internationaux sur lesquels ils parlent. Mais Dieu merci, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Ce que vous dites aujourd'hui, demain beaucoup de Maliens le savent, même qui ne sont pas dans la salle. Je voudrais donc saluer nos frères nigériens. Je voudrais que les uns et les autres comprennent que la situation qu'il y a dans ce pays, elle est ubuesque. Vous savez, les accords de défense, c'est entre les États, c'est pas entre les gouvernements. Le gouvernement, c'est juste celui qui signe à un moment donné. Mais un État, c'est quoi? C'est un territoire, une population et un gouvernement. Mais la légitimité d'un gouvernement, c'est le peuple qui l'apprécie. Un État, ce n'est pas un homme. L'homme peut faire 40 ans, combien d'années il quitte, mais l'État reste. Donc ce que je voudrais dire à nos amis, à nos frères, à nos parents, à nous-mêmes, comme je dis les Nigériens, c'est de ne pas tomber dans la provocation. Aujourd'hui, tout est fait pour les énerver, pour les mettre en colère, pour qu'ils s'en prennent à des Français. Ce serait donc l'alibi pour commettre l'inacceptable, le justificatif. Mais un ambassadeur qui est refusé par le président, il est ambassadeur de qui? C'est un otage dans sa chambre. Il peut dormir autant qu'il veut, il peut téléphoner là où il veut, mais il n'a aucune audience, personne ne le reçoit, mais il sert à quoi? Mais on veut énerver les... Vous venez sur mon territoire en disant qu'on vous a invité avec votre armée, je vous dis de partir, vous dites que vous ne partez pas. Et aussi Kakemi, ça c'est où ça? Vous venez dans ma maison, je vous dis de partir, vous dites que vous m'avez invité mais je ne pars pas. Parce que celui qui m'avait invité n'est pas là. Mais s'il était mort, on fait quoi? Donc il faut qu'il soit extrêmement vigilant. La colère est une mauvaise conseillère. On veut les pousser à la faute. Tous les peuples amis sont avec eux dans cette lutte-là. Le fond, c'est qu'ils apprécient. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est légitime? C'est l'affaire des Nigériens. Mais il y a les principes qu'on ne peut pas se lever comme ça et refuser. Mais il y a un renversement dans un régime, dans un pays, et c'est dans un autre qu'un conseil de défense se tient. Mais ça, c'est quoi ça? Mais pourtant, j'ai entendu qu'il y a un renversement des régimes dans un pays. Je n'ai pas entendu parler de conseil de défense. Donc il y a 2 poids 2 mesures. C'est cette politique de 2 poids 2 mesures, sinon 3, 4, 5, 6 mesures là que les Africains n'acceptent pas. Il faut respecter les principes. Vous savez, les Africains aussi doivent maintenant, à l'image de vous, les agrégés, les ingénieurs, parce que la matière grise ne manque pas. Il faut que les politiques puissent tracer un bon sillon, sensibiliser la population pour que chacun fasse son travail. Le président dit Beki Yorala. Les médecins font leur travail. Les artistes font leur travail. Il faut que les politiques aussi font leur travail, fassent leur travail.
Et ça, c'est parce qu'ils doivent regarder souvent, quand ils sont au rez-de-chaussée, ils doivent pouvoir voir plus loin que quand un citoyen lambda se trouve au 4e étage, sinon ça ne sert à rien pour être un dirigeant. Donc nous faisons toujours une lecture juste des événements pour ne pas nous tromper. En réalité, la démocratie n'est pas en cause dans tous ces pays-là. Mais la vie de l'homme précède la démocratie. Vous êtes des médecins, quand un enfant vient au monde, mais il crie pour savoir s'il a sécurisé dans le nouveau monde où il vient. Mais s'il ne crie pas, il est mort. Donc, le plus important pour l'homme, c'est sa sécurité physique. Vous voyez dans tous les pays où il y a les changements, ce n'est pas la démocratie qui est en cause. Dans beaucoup de pays, c'est les problèmes de sécurité des citoyens. Au Mali, les gens ont marché pendant 4 mois. Les gens mouraient. Je vous dis que les camps tombaient. Je donne souvent dans mes discours un exemple que beaucoup ne connaissent pas, mais je le cite comme ça. Ça va ennuyer ceux qui entendent toujours. Parce qu'il paraît qu'il y a certains qui ont dit que j'explique trop. Mais c'est nécessaire parce que ce que vous entendez, les autres n'ont pas entendu. Vous savez, quand le camp d'Indeliman est tombé, il y a un camp financé par la MINUSMA, construit par Barkhane. Et vous savez, les grands ingénieurs qui ont conceptualisé, ils ont oublié de faire un forage dans le désert. Mais on n'a pas besoin d'être un ingénieur pour savoir que le premier besoin de l'homme partout, et surtout dans le désert, c'est l'eau. Mais nos soldats sont obligés de sortir, aller dans les hameaux chercher de l'eau dans les puits. Les terroristes les guettent 1 jour, 2 jours, 3 jours. Un autre jour, ils les surprennent, ils les éliminent tous. Ils viennent en grand nombre. Ils prennent les camions et les bouts d'explosifs. Ils prennent les tenues, ils vont rentrer dans le camp. Ça explose. Les survivants se battent pendant 7 heures de temps. On ne peut pas venir les secourir. Les militaires veulent aller les secourir, ils ne peuvent pas. Parce qu'il n'y a pas de vecteur aérien. Et ceux qui ont l'avion disent non, nous on n'est pas venus faire la guerre, on est venus comme un organisme de paix. Mais il n'y a pas de paix, vous préservez quoi? Donc on tue tous les soldats dans le camp comme ça. Pendant ce temps, vous les Maliens, vous avez payé l'argent pour acheter les vecteurs aériens. C'est un individu ou des individus qui ont pris. On ne peut plus accepter cela. Aujourd'hui, Dieu merci, il n'y a pas un coin du territoire malien où nous ne pouvons pas aller par nos propres moyens aériens. La dernière illustration, les jeunes avaient un grand mouvement en Mopti. J'ai fait un aller-retour avec le soutien de l'armée de l'air que je félicite. Je les appelle d'ailleurs la fierté du Mali. Je suis allé et revenu le même jour. Mais avant, vous savez, on faisait asseoir les ministres à l'aéroport pendant toute la journée. Souvent, à la fin de journée, on vous dit que le vol est reporté. Les ministres, ça c'est terminé aujourd'hui. Vous le savez d'ailleurs, quand vous partez à l'extérieur, quand vous dites que vous êtes malien, les gens n'ont pas le même regard sur vous. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est le même pays, les mêmes citoyens, les mêmes terroristes. Sauf que les terroristes sont mieux sponsorisés aujourd'hui. C'est simplement parce que l'orientation politique a changé. C'est donc en train de dire qu'on est en conflit avec eux. On est en conflit avec personne. Nous ne voulons être en conflit avec personne. Nous sommes un peuple de paix, un peuple de migration et d'immigration. Personne ne va nous amener dans une bagarre où nous ne voulons pas aller. Mais vous savez, je disais tantôt qu'il y a des gens qui ont leurs médias. Ils parlent à tout le monde en même temps. Nous saisissons des forums comme les vôtres devant les intellectuels du Mali, les conducteurs du wagon, de la locomotive, là, pour dire un certain nombre de vérités. Il y a récemment des responsables qui se sont levés dans tous les pays
pour dire 3 choses auxquelles je vais répondre du tic au tac. Parce que nous, on ne laisse pas les choses traîner. De la même façon dont j'ai répondu à vos doléances, je dirais à ces messieurs que nous ne laissons jamais leur propagande s'incruster dans la tête des gens sans réplique. Surtout que nous avons la vérité de notre côté. Le Burkina Faso, le président a été élu. Il avait toute la classe politique avec lui. Il n'y avait pas un problème de démocratie là-bas. Mais c'est un problème de sécurité. On continue à tuer les gens 100, 200, 300, 400 par jour. Donc la démocratie n'est pas en cause. Au Mali, c'est la même chose. J'ai l'habitude d'expliquer qu'il ne faut pas confondre. Dans chaque pays, il y a une réalité spécifique. Et moi, je refuse qu'on fasse croire qu'au Mali, des militaires se sont levés, ils ont quitté les casernes, ils sont venus prendre le pouvoir. Ceux qui disent ça n'étaient pas là. Mais les gens ont marché 4-5 mois en disant qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a eu des morts. Des gens sont allés tirer dans la mosquée sur des personnes qui prient. Ce jour-là, j'ai dit aux gens, attention, ça c'est un acte politico-militaire de portée stratégique. Parce qu'en réalité, un Malien ne va jamais aller tirer sur des gens qui prient. Ceux qui ont fait ça, ils ont un objectif. Pour eux, des gens allaient s'énerver, répliquer de la mosquée. À partir de ce moment, on donne l'assaut, on parlait tout le monde, on les tue, on dépose des armes. On dit que le mouvement, c'était un mouvement terroriste. On les a pris la main dans le sac. Tout le monde va croire, même les militants de ce mouvement. Mais un Malien ne peut pas faire ça. Mais les Maliens disent qu'ils n'étaient pas d'accord. Notre pays était au bord du désordre et de la guerre civile. Lorsque l'armée malienne, en son nom, a agi un certain nombre d'officiers, ils ont eu l'intelligence de regrouper tout le monde. Vous savez, les militaires, ils sont très malins. Quand l'affaire là se passe, il n'y a pas un groupe qui sort. Il faut quelques heures là, le temps de s'entendre tous pour être sûr qu'il n'y a pas de division chez eux. Mais ceux-là, mais ils ont vécu tout. Pendant que les civils manifestaient ici, on les tuait. Mais certains étaient au nord. Toutes les trahisons, les doubles jeux, les doubles langages que les Maliens ont vécu là, mais ils les ont vécus. Certains d'entre eux, c'était ceux qu'on a empêchés de rentrer à Kida. Je suis en train de lire aujourd'hui le livre d'un des officiers supérieurs qui était là-bas, d'un pays ami, disons. Mais il est en train d'expliquer comment ils ont fait. Lui, il s'occupait des forces spéciales d'un pays étranger. Comment est-ce qu'ils ont empêché les Maliens de rentrer? Mais certains officiers étaient là-bas. Certains ont fait 18, 20 ans sur le terrain militaire. C'est comme ça, c'est le peuple qui a réclamé le changement à travers le mouvement que vous connaissez, le mouvement M5RFP. Mais aujourd'hui, je dis aux gens du M5RFP, si vous avez agi au nom de tous les Maliens, il faut qu'on parle à tous les Maliens. Tous les Maliens. Pas forcément dans ce mouvement. Tout Malien a besoin de ce qu'on dit. Donc chez nous, ce n'est pas comme ça. Je viens de vous donner le cas du Burkina. Dans d'autres pays, on modifie la constitution, on tue des citoyens et puis un jour, le régime est renversé. Donc nulle part, les gens ne se sont, en tout cas Mali, Niger, Burkina que je ne sais pas d'autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de situations très clair-obscures qu'on voit. Bon, on n'a pas besoin de s'attarder là-dessus. En tous les cas, Mali, Burkina, Niger, ça, je peux parler de ça. C'est des problèmes de sécurité des citoyens. Vous êtes médecin, vous savez que tout se met dans la tête de l'homme. Moi, je me rappelle, mes médecins me disaient, ouvrez les yeux, levez-vous, marchez sur vos orteils, parce qu'ils savent que tout se fait dans le cerveau. Mais lorsque un chef de chef suprême des armées vient dire à ses soldats-là, vous là, votre adversaire est plus fort que vous, vraiment, ce n'est pas la peine de vous battre. Mais en tant que médecin, vous savez que objectivement, il est en train d'être un allié des adversaires, sans vous le dire. Mais ça là, les militaires sont obligés de se dire que lui, il est contre eux en réalité. Mais, donc les Africains, on est capable de lire certaines choses. Mais les autres sont sûrs, je vais vous montrer comment ils parlent.
Ils disent que nous, là, on peut nous manipuler quand on veut, qu'on ne comprend rien. Et c'est à cela que nous voulons mettre fin. Parce que c'est une orientation politique que nous avons choisie. Nous avons dit qu'au Mali, nous ne pouvons pas accepter que certains viennent nous dire, il y a deux dirigeants français, je dis précisément, ce n'est pas les Français, mais les dirigeants. Le président français dit que n'eût été l'intervention française, le Niger, le Mali et le Burkina auraient disparu comme État. Il l'a dit sur leurs médias. L'ancien président dit, Hollande, que c'est parce que la communauté internationale n'a pas été suffisamment dure avec le Mali en 2020 qu'il y a ce changement de régime ailleurs. Et un troisième dit qu'ils ont perdu plusieurs ressortissants pour nous faire passer pour des ingrats. Ces trois choses, je ne peux pas les laisser passer. Pourquoi? Le premier, mais quand les Français sont venus au Niger, au Mali surtout, mais ces interventions-là, mais si on regarde, c'est parce qu'on a détruit la Libye. Il y a eu une armerie à ciel ouvert. Les gens vont se servir, mais qui a détruit la Libye? C'est eux. Et vous détruisez la Libye, vous donnez des armes à qui vous voulez, ils viennent tuer des innocents. Après, vous venez dire à ces innocents-là que vous allez les... C'est-à-dire le pyromane qui vient d'éteindre l'incendie. Mais est-ce qu'ils pensent à ça? Mais les Africains sont capables de comprendre. Les chefs d'État africains voulaient aller en Libye. Ils leur ont dit, si vous rentrez dans l'avion, votre sécurité est menacée. Quand un chef d'État a dit à un pays, laissez en voile, il dit que non, nous on a fini le job. Mais on ne regarde pas ça. Et on regarde juste le fait que le terrorisme s'étend. Et venez nous dire aujourd'hui que si ils n'étaient pas venus, mais quelle est leur responsabilité dans la destruction de la Libye? Ils ne nous en parlent pas, ils ne veulent pas qu'on en parle d'ailleurs. Parce que le terrorisme est en train de s'étendre dans tous les pays africains. Aujourd'hui, c'est au Togo, au Bénin. Mais avant, on disait que c'est le Mali. Certains qui se moquaient du Mali aujourd'hui, le terrorisme les a envahis aujourd'hui. Alors, deuxièmement, les soldats qui seraient venus à la tête du Mali et que, parce que la communauté internationale n'aurait pas été suffisamment dure. Je crois que les gens parlent de ceux qui ne savent pas ou ils font exprès de nous manipuler. Personne ne va nous manipuler. Les Maliens savent comment il y a eu les changements chez eux. Je vous en ai parlé tout de suite. Le terrorisme était confiné dans l'extrême nord du Mali. Quand eux, ils venaient nous aider. De 0 hommes, on est allé à 5000 hommes. Avec 1 milliard de francs CFA par jour. Mais le terrorisme a quitté l'extrême nord, s'est répandu sur 80% du territoire. Autrement, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire on fait le FIFA là, on fait l'incendie là, on chauffe bien les braises là, et puis on est en train de parler aux Africains. Mais nous sommes capables de comprendre. Et ensuite, les gens nous disent toujours, vous êtes des ingrats, des Français sont morts chez vous. Mais les gens oublient une chose. En 1944, la capitale de la France libre, c'était pas Paris, c'était Brazzaville. C'est les Africains qui se sont tués, qui se sont engagés pour restituer aux Français leur honneur et leur dignité. Entre autres, je ne dis pas seuls. Mais c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais les Africains qui sont morts, qui comptent leur nom? Personne ne le sait. Mais on vient nous donner toujours la leçon. On nous rabâche les oreilles pour créer un complexe d'infériorité chez nous. On refuse. En 2014, Hollande a dit devant Dieu et les hommes, au Qatar, que l'objectif de Serval c'est toi, détruire le terrorisme, restaurer l'autorité de l'État du Mali, appliquer les résolutions des Nations Unies. Mais Dieu merci, aujourd'hui il y a les vidéos. Ça c'est en 2011, 2013. Mais 7 ans après,
Le terrorisme est allé du nord, c'est étendu sur 80% du territoire. L'autorité de l'État ne s'est jamais étendue sur tout le pays. C'est eux qui ont créé une enclave. Je viens de vous dire que certains officiers ont été empêchés de rentrer dans une partie du Mali. On a créé une enclave. Les terroristes qui ont fui Konna, ils ont pris la route Sévaré-Gao dans les véhicules, ils ont pris leur gens, ils sont montés. On a créé l'enclave pour qu'ils s'organisent pendant 2 ans. Et quand ils sont revenus, c'est pour s'attaquer au Peul. Le commandant en chef de Barkhane, il l'a dit ici à Bamako le 17 novembre 2017. Il dit qu'ils ont les preuves que certains terroristes sont avec nous le jour, certains signataires, certains hommes dits de paix sont avec nous le jour et la nuit ils sont avec les terroristes. Mais le commandant en chef de Barkhane vient nous dire ça. Mais nous on est capable d'analyser. Vous ne pouvez pas venir nous accuser encore. Si vous êtes au courant de ça, mais pourquoi vous nous avez empêché de rentrer? Maintenant on vient, on tue quelques peuls, les peuls aussi tuent les Dogos et puis ça s'étend sur toute l'Afrique. Depuis le Cameroun, vous avez des peuls jusqu'au Sénégal. Si vous touchez à un peul, c'est fini, vous avez embrasé la région. Et vous avez des présidents qui ne comprennent rien du point de vue historique, parce qu'eux, ils ne connaissent pas l'histoire en réalité. Ils sont devenus présidents par hasard certains. Et le monsieur se lève, il nous donne des leçons. Il dit qu'il y a un génocide de peul dans un pays. Mais il ne connaît pas l'histoire de ce pays. Ce pays a été fondé par les peuls et d'autres. Aucune ethnie. Au Mali, il n'y a même pas de famille où vous n'avez pas de liens peuls. Donc quand vous venez dire au Mali qu'il y a une guerre ethnique, et récemment d'ailleurs, il y a une vidéo qui sort, le monsieur dit que c'est une guerre ethnique qu'il y a dans un pays, parce qu'il y a une ethnie minoritaire qui est président et on l'a enlevé. Mais pourquoi un président va dire ça? Il dit ça parce que pour eux, les Africains là, on peut les manipuler et les amener là où on veut. Mais nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire. Nous le refusons et nous allons le combattre par des arguments que tout le monde connaît, qui ne sont pas contestables. Ce que je suis en train de dire, aucun ne peut sortir pour le contester. Parce que c'est documenté avec les preuves à l'appui. Parce que nous ne faisons pas de la délation. Vous savez, ici au Mali, c'est eux qui ont écrit, je l'ai dit l'autre jour, quand Barkhane a été créé, c'est le commandant de Barkhane qui a dit à ses militaires en 2016, après avoir fait une revue des troupes, il leur a dit, nous étions venus ici il y a 100 ans, on nous a renvoyés d'ici il y a 60 ans, maintenant qu'on est revenu là, c'est pour 100 ans. Mais nous, on est capable de lire et comprendre. Les 100 ans, comment ils voient, c'est en répandant le terrorisme, en se moquant de nos soldats, et puis on va nous confier à eux. On ne le fera jamais. En tout cas, en ce qui concerne le Mali, nous avons des soldats qui vont défendre notre souveraineté et nous n'avons pas besoin des leçons de quelqu'un. Vraiment que tous ces messieurs-là gardent les leçons pour eux-mêmes. C'est eux qui ont dit qu'à l'indépendance, ils ont donné l'indépendance à ceux qui la revendiquaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui exigeaient avec force. Mais au Cameroun, ils ont voté en 1958 et ils voulaient prendre l'indépendance tout de suite. Mais on a rasé des villages entiers au lance-flammes. Le dirigeant politique de leur mouvement l'a empoisonné jusqu'en Europe. Pour que ce que les Camerounais veulent ne se passe pas. Mais nous, on est capable quand même de lire l'histoire. Et comme je l'ai dit l'autre jour, je vais le répéter. La première fois, on a décidé de coloniser l'Afrique là. On n'aurait pas dit qu'on vient faire la guerre, on a dit qu'on vient faire la civilisation. Les Anglais disent 3C, christianisme, commerce, civilisation. Et pour régulariser les voyages sur le fleuve Congo et le fleuve Niger. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Sous le gouvernement de la démocratie, on va venir tuer. Mais un président qui dit aux autres de venir tuer ta population pour t'installer au pouvoir, mais tu vas commander qui? Donc je voudrais vraiment dire qu'il faut que les gens se disent que les Africains la réfléchissent.
et que nous n'allons jamais permettre à quelqu'un de venir nous embrouiller encore. C'est terminé. Vous savez, Joseph Borrell, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Vous savez ce qu'il a dit quand le ministre des Affaires étrangères de Russie était venu ici? Il a tourné, il est allé en Afrique du Sud. Qu'est-ce que le monsieur dit? Il dit que les Africains sont faciles à manipuler. Ça, c'est un ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Il dit les Africains, c'est le ministre des Affaires étrangères, hein. Il dit que les Africains sont faciles, c'est des cibles faciles. Maintenant qu'il y a eu les changements dans ces pays-là, l'autre jour, le 30 août, il est réuni les ministres de la Défense des pays de l'OTAN en Espagne. Le 30 août, le mercredi passé, il leur dit, vraiment maintenant il faut qu'on comprenne, on cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe en Afrique. Parce que on ne comprend pas, on a des intérêts là-bas, mais on a une mauvaise lecture. Lui, c'est maintenant qu'il s'est réveillé. Nous, on est levé depuis 7h30. Lui, il s'est réveillé à midi. Il vient nous dire que les gens se sont réveillés trop tôt. Il n'a rien compris. Et c'est le 30 qui dit ça, après que le Niger, et le Burkina et le Mali se sont donné la main. Le même monsieur qui disait il y a quelques mois que les Africains sont des cibles faciles à manipuler, que l'Europe est un jardin entouré de jungles. Et devant des parlementaires, il y a quelques-uns qui se sont levés pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais la grande majorité certainement était d'accord. Mais quand on voit ces choses-là, nous on ne peut pas se taire sur ça. Notre peuple a besoin, parce que quand ils font ces choses-là, ils passent en boucle dans leurs médias. Et nos citoyens entendent, ça travaille leur cerveau. Et finalement, les gens croient qu'effectivement ce qu'ils disent est vrai. Ce qu'ils disent est faux et archi faux. En tout cas, en ce qui nous concerne au Mali, nous ne laisserons rien passer désormais. Ils vont nous donner un coup, on va répondre du tic au tac. Et on va continuer à expliquer à notre peuple. Parce que tout le monde n'a pas la même vocation. Peut-être un médecin, il passe le temps avec ses malades, un agriculteur dans son champ, il écoute leur radio. Mais il faut que nous, on n'a pas cette radio qui tourne dans tout le monde. Mais quand on a l'occasion d'avoir des intellectuels de haut vol comme vous, mais on va leur parler. Et à travers eux, on parle à tous les Maliens. Personne ne va nous manipuler. Nous ne sommes pas une cible molle de qui que ce soit. Nous savons où nous voulons. Nous voulons juste que notre peuple nous aide vraiment à maintenir ce sillon-là et tracer les bons chemins. C'est ça le rôle du politique. Parce que les ressources humaines ne manquent pas. La force ne manque pas. L'intelligence ne manque pas. C'est la bonne direction. C'est le grand problème qu'on avait. Au Mali, c'est les mêmes terroristes qu'il y avait. C'est la même population. C'est les mêmes militaires. Mais ce matin, j'assistais à un défilé militaire. J'entendais des enfants qui criaient. Beaucoup d'enfants sont fiers aujourd'hui de porter cette tenue. Mais ce n'était pas le cas hier. Qu'est-ce qui a changé? C'est le leadership, c'est tout. Sinon, c'est le même pays. C'est le même citoyen. Nous avons perdu près de 500 à 600 milliards de francs CFA à cause de l'embargo. Qu'est-ce qui a changé? C'est le leadership. Nos entrepreneurs sont les uns des plus brillants. C'est dans les autres pays qu'ils prospèrent, mais pas chez nous. Les intellectuels, vous venez de montrer, cette année, on dirait qu'on vient de faire la constitution de la 4e République, et la première promotion massive comme ça, c'est la première de la 4e République. Vous êtes en train de planter des arbres. Et ces arbres-là, il faut que les citoyens les arrosent pour qu'on puisse tous avoir le fruit demain. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous, notre rôle, c'est de vous expliquer tout ce qu'on comprend. Parce que vous êtes occupés à faire les recherches, à être dans les champs, à être dans les labos, à être avec les malades. Nous, nous suivons tout ce qu'ils disent. Je voudrais dire à M. Borrell que j'ai très bien entendu son discours. En tout cas, au Mali, il ne peut pas nous manipuler. Nous ne sommes pas des cibles faibles. Et il peut compter sur nous pour lui répondre du tic au tac chaque fois que c'est nécessaire. Merci bien. Non, je vois.